Illusion perdue par Honoré de Balzac. Partie 15 du livre audio. Suite de la partie 3. Les souffrances de l'inventeur. Ève retourna chez Postel pour éclaircir quelques doutes qui, dit-elle, la ramenaient chez un si savant juge du tribunal de commerce. Et elle se fit reconduire par lui chez elle en écoutant ses doléances. « Si vous m'aviez épousée, en seriez-vous là ?» Ce sentiment était au fond de toutes les phrases du petit pharmacien. Au retour, Postel trouva sa femme jalouse de l'admirable beauté de madame Séchard et furieuse de la politesse de son mari. Léonie fut apaisée par l'opinion que le pharmacien prétendit avoir de la supériorité des petites femmes rousses sur les grandes femmes brunes qui, selon lui, étaient comme de beaux chevaux, toujours à l'écurie. Il donna sans doute quelques preuves de sincérité, car le lendemain, madame Postel le mignardait. « Nous pouvons être tranquilles, dit Ève à sa mère et à Marion, qu'elle trouva, selon l'expression de Marion, encore saisie. « Oh, ils sont partis, dit Marion quand Ève regarda machinalement dans sa chambre. « Eux vaut-il ne se diriger ?» demanda Kolb quand il fut à une lieue sur la grande route de Paris. « À Marsac, répondit David. « Puisque tu m'as mis sur ce chemin-là, je vais faire une dernière tentative sur le cœur de mon père. J'aimerais m'y monter à l'assaut d'une batterie de canons, parce qu'il n'a point de cœur. Monsieur, votre père. » Le vieux pressier ne croyait pas en son fils. Il le jugeait, comme juge le peuple, d'après les résultats. D'abord, il ne croyait pas avoir dépouillé David. Puis, sans s'arrêter à la différence des temps, il se disait « Je l'ai mis à cheval sur une imprimerie, comme je m'y suis trouvé moi-même. Et lui, qui en savait 1000 fois plus que moi, n'a pas su marcher. » Incapable de comprendre son fils, il le condamnait et se donnait sur cette haute intelligence une sorte de supériorité en se disant « Je lui conserve du pain ». Jamais les moralistes ne parviendront à faire comprendre toute l'influence que les sentiments exercent sur les intérêts. Cette influence est aussi puissante que celle des intérêts sur les sentiments. Toutes les lois de la nature ont un double effet, en sens inverse l'un de l'autre. David, lui, comprenait son père, et il avait la sublime charité de l'excuser. Arrivés à 8 heures à Marsac, Kolb et David surprirent le bonhomme vers la fin de son dîner, qui se rapprochait forcément de son coucher. « Je te vois par autorité de justice, » dit le père à son fils, avec un sourire amer. « Comment, mon maître et vous, pouvez-vous vous rencontrer ? Il voyage dans les cieux, et vous êtes toujours dans les vignes, » s'écria Kolb indigné. « Payez, c'est votre état de père. » « Allons, Kolb, va-t'en, mets le cheval chez madame Courtois afin de ne pas en embarrasser mon père. Et sache que les pères ont toujours raison. » Kolb s'en alla, grommelant comme un chien qui, grondé par son maître pour sa prudence, proteste encore en obéissant. David, sans dire ses secrets, offrit alors à son père de lui donner la preuve la plus évidente de sa découverte, en lui proposant un intérêt dans cette affaire pour prix des sommes qui lui devenaient nécessaires, soit pour se libérer immédiatement, soit pour se livrer à l'exploitation de son secret. « Et comment me prouveras-tu que tu peux faire avec rien du beau papier qui ne coûte rien ?» demanda l'ancien typographe en lançant à son fils un regard aviné, mais fin, curieux, avide. Vous eussiez dit un éclair sortant d'un nuage pluvieux, car le vieil ours, fidèle à ses traditions, ne se couchait jamais sans être coiffé de nuit. Son bonnet de nuit consistait en 2 bouteilles d'excellent vin vieux que, selon son expression, il sirotait. « Rien de plus simple, » répondit David. « Je n'ai pas de papier sur moi, je suis venu par ici pour fuir Doublon. » Et, me voyant sur la route de Marsac,
J'ai pensé que je pourrais bien trouver chez vous les facilités que j'aurais chez un usurier. Je n'ai rien sur moi que mes habits. Enfermez-moi dans un local bien clos où personne ne puisse pénétrer, où personne ne puisse me voir et... Comment ? Dit le vieillard en jetant à son fils un effroyable regard. Tu ne me laisseras pas te voir faisant tes opérations ? Mon père, répondit David, vous m'avez prouvé qu'il n'y avait pas de père dans les affaires. Ah, tu te défies de celui qui t'a donné la vie ? Non, mais de celui qui m'a ôté les moyens de vivre. Chacun pour soi, tu as raison, dit le vieillard. Eh bien, je te mettrai dans mon cellier. J'y entre avec Kolb. Vous me donnerez un chaudron pour faire ma pâte, reprit David sans avoir aperçu le coup d'œil que lui lança son père. Puis vous irez me chercher des tiges d'artichaut, des tiges d'asperges, des orties à dard, des roseaux que vous couperez au bord de votre petite rivière. Demain matin, je sortirai de votre cellier avec du magnifique papier. « Si c'est possible, » s'écria l'ours en laissant échapper un hoquet, « je te donnerai peut-être. Je verrai si je puis te donner, 25 000 francs, à la condition de m'en faire gagner autant tous les ans. » « Mettez-moi à l'épreuve, j'y consens, » s'écria David. « Kolb, monte à cheval, pousse jusqu'à Manseul, achète-y un grand tamis de crin chez un boisselier, de la colle chez un épicier, et reviens en toute hâte. »« Tiens, bois, » dit le père en mettant devant son fils une bouteille de vin, du pain et des restes de viande froide. « Prends des forces. Je vais t'aller faire tes provisions de chiffons verts. Car ils sont verts, tes chiffons. J'ai même peur qu'ils ne soient un peu trop verts. » 2 heures après, sur les 11 heures du soir, le vieillard enfermait son fils et Kolb dans une petite pièce adossée à son cellier, couverte en tuiles creuses et où se trouvaient les ustensiles nécessaires à brûler les vins de l'Angoumois qui fournissent, comme on sait, toutes les eaux-de-vie dites de cognac. « Oh, mais je suis là comme dans une fabrique. Voilà du bois et des bassines, » s'écria David. « Eh bien, à demain, » dit le père Séchard. « Je vais vous enfermer et je lâcherai mes 2 chiens. Je suis sûr qu'on ne vous apportera pas de papier. Montre-moi des feuilles demain. Je te déclare que je serai ton associé. Les affaires seront alors claires et bien menées. » Kolb et David se laissèrent enfermer et passèrent 2 heures environ à briser, à préparer les tiges, en se servant de 2 madriers. Le feu brillait, l'eau bouillait. Vers 2 heures du matin, Kolb, moins occupé que David, entendit un soupir tourner comme un hoquet d'ivrogne. Il prit une des 2 chandelles et se mit à regarder partout. Il aperçut alors la figure violacée du père Séchard qui remplissait une petite ouverture carrée, pratiquée au-dessus de la porte, par laquelle on communiquait du cellier au brûloir et cachée par des futailles vides. Le malicieux vieillard avait introduit son fils et Kolb dans son brûloir par la porte extérieure qui servait à passer les pièces pour les livrer. Cette autre porte intérieure permettait de rouler les poinçons du cellier dans le brûloir sans faire le tour par la cour. « Ah, baba, ceci n'est pas de cheux, fut foulé, filoudé, votre fils. Ça fait fou ce que fut fait, quand fut pu fait à une bouteille de bon vin, fut approuvé à une coquin. »« Oh, mon père, » dit David. « Je venais savoir si vous aviez besoin de quelque chose, » dit le vigneron quasi dégrisé. « Est-ce de bar intérêt, pire nu, que a fait prix à une bédide et gel ?» dit Kolb, qui ouvrit la porte après en avoir débarrassé l'entrée et qui trouva le vieillard monté sur une échelle courte, en chemise. « Risquez votre santé !» s'écria David. « Je crois que je suis somnambule, » dit le vieillard honteux en descendant. « Ton défaut de confiance en ton père m'a fait rêver. Je songeais que tu t'entendais avec le diable pour réaliser l'impossible. »« Le diable ! C'est votre passion, pire les petits jaunets !» s'écria Kolb. « Allez vous recoucher, mon père, » dit David. « Enfermez-vous si vous voulez, mais épargnez-vous la peine de revenir. Kolb va faire sentinelle. » Le lendemain, à 4 heures, David sortit du brûloir, ayant fait disparaître toutes les traces de ses opérations, et vint apporter à son père une 30aine de feuilles de papier dont la finesse, la blancheur, la consistance, la force,
ne laissait rien à désirer et qui portait pour filigrane les marques des fils plus forts les uns que les autres du tamis de crin. Le vieillard prit ces échantillons. Il y appliqua la langue en ours habitué, depuis son jeune âge, à faire de son palais une éprouvette à papier. Il les mania, les chiffonna, les plia, les soumit à toutes les épreuves que les typographes font subir au papier pour en reconnaître les qualités. Et, quoiqu'il n'y eût rien à redire, il ne voulut pas s'avouer vaincu. « Il faut savoir ce que ça deviendra sous presse, » dit-il, pour se dispenser de louer son fils. « Trop le tome !» s'écria Kolb. Le vieillard, devenu froid, couvrit sous sa dignité paternelle une irrésolution jouée. « Je ne veux pas vous tromper, mon père. Ce papier-là me semble devoir coûter trop cher, et je veux résoudre le problème du collage en cuve. Il ne me reste plus que cet avantage à conquérir. »« Ah, tu voudrais m'attraper !»« Mais, vous le dirai-je, je colle bien en cuve, mais jusqu'à présent, la colle ne pénètre pas également ma pâte et donne au papier le reste d'une brosse. »« Eh bien, perfectionne ton collage en cuve, et tu auras mon argent. »« Mon maître ne verra jamais la couleur de votre argent. » Évidemment, le vieillard voulait faire payer à David la honte qu'il avait bue la nuit. Aussi le traita-t-il plus que froidement. « Mon père, dit David, qui renvoya Kolb, je ne vous en ai jamais voulu d'avoir estimé votre imprimerie à un prix exorbitant et de me l'avoir vendue à votre seule estimation. J'ai toujours vu le père en vous. Je me suis dit, laissons un vieillard qui s'est donné bien du mal, qui m'a certainement élevé mieux que je ne devais l'être, jouir en paix et à sa manière du fruit de ses travaux. Je vous ai même abandonné le bien de ma mère, et j'ai pris sans murmurer la vie obérée que vous m'aviez faite. Je me suis promis de gagner une belle fortune sans vous importuner. Eh bien, ce secret, je l'ai trouvé, les pieds dans le feu, sans pain chez moi, tourmenté pour des dettes qui ne sont pas les miennes. Oui, j'ai lutté patiemment jusqu'à ce que mes forces se soient épuisées. Peut-être me devez-vous des secours, mais ne pensez pas à moi, voyez une femme et un petit enfant. » Là, David ne put retenir ses larmes. « Et prêtez-leur aide et protection. Serez-vous au-dessous de Marion et de Kolb qui m'ont donné leurs économies ?» s'écria le fils en voyant son père froid comme un marbre de presse. « Et ça ne t'a pas suffi ?» s'écria le vieillard sans éprouver la moindre vergogne. « Mais tu dévorerais la France ! Bonsoir, moi je suis trop ignorant pour me fourrer dans des exploitations où il n'y aurait que moi d'exploiter. Le singe ne mangera pas l'ours, dit-il, en faisant allusion à leur surnom d'atelier. Je suis vigneron, je ne suis pas banquier. Et puis, vois-tu, des affaires entre père et fils, ça va mal. Dis non, tiens. Tu ne diras pas que je ne te donne rien. » David était un de ces êtres à cœur profond qui peuvent y repousser leurs souffrances de manière à en faire un secret pour ceux qui leur sont chers. Aussi, chez eux, quand la douleur déborde ainsi, est-ce leur effort suprême. Ève avait bien compris ce beau caractère d'homme. Mais le père vit, dans ce flot de douleur ramené du fond à la surface, la plainte vulgaire des enfants qui veulent attraper leur père. Et il prit l'excessif abattement de son fils pour la honte de l'insuccès. Le père et le fils se quittèrent brouillés. David et Kolb revinrent à minuit environ à Angoulême, où ils entrèrent à pied avec autant de précaution qu'on eussent pris des voleurs pour un vol. Vers 1h du matin, David fut introduit sans témoin chez mademoiselle Basine Clerget, dans l'asile impénétrable préparé pour lui par sa femme. En entrant là, David allait y être gardé par la plus ingénieuse de toutes les pitiés, celle d'une grisette. Le lendemain matin, Kolb se vanta d'avoir fait sauver son maître à cheval et de ne l'avoir quitté qu'après l'avoir mis dans une patache qui devait l'emmener aux environs de Limoges. Une assez grande provision de matières premières fut emmagasinée dans la cave de Basine, en sorte que Kolb, Marion, madame Séchard et sa mère purent n'avoir aucune relation avec mademoiselle Clerget. 2 jours après cette scène, avec son fils, le vieux Séchard, qui se vit encore à lui 20 jours avant de se livrer aux occupations de la vendange, accourut chez sa belle-fille, amené par son avarice,
Il ne dormait plus, il voulait savoir si la découverte offrait quelque chance de fortune, et pensait à veiller au grain selon son expression. Il vint habiter au-dessus de l'appartement de sa belle-fille, une des 2 chambres en mansarde qu'il s'était réservées, et vécut en fermant les yeux sur le dénûment pécuniaire qui affligeait le ménage de son fils. On lui devait des loyers, on pouvait bien le nourrir. Il ne trouvait rien d'étrange à ce qu'on se servît de couverts en fer étamé. « Je commençais comme ça », répondit-il à sa belle-fille quand elle s'excusa de ne pas le servir en argenterie. Marion fut obligée de s'engager envers les marchands pour tout ce qui se consommerait au logis. Kolb servait les maçons à 20 sous par jour. Enfin, bientôt, il ne resta plus que 10 francs à la pauvre Ève qui, dans l'intérêt de son enfant et de David, sacrifiait ses dernières ressources à bien recevoir le vigneron. Elle espérait toujours que ses chatteries, que sa respectueuse affection, que sa résignation attendriraient l'avare, mais elle le trouvait toujours insensible. Enfin, en lui voyant l'œil froid des Cointet, de Petit Claud et de Cérizet, elle voulut observer son caractère et deviner ses intentions. Mais ce fut peine perdue. Le père Séchard se rendait impénétrable en restant toujours entre 2 vins. L'ivresse est un double voile. À la faveur de sa griserie, aussi souvent jouée que réelle, le bonhomme essayait d'arracher à Ève les secrets de David. Tantôt il caressait, tantôt il effrayait sa belle-fille. Quand Ève lui répondait qu'elle ignorait tout, il lui disait « Je boirai tout mon bien, je le mettrai en viager ». Ces luttes déshonorantes fatiguaient la pauvre victime qui, pour ne pas manquer de respect à son beau-père, avait fini par garder le silence. Un jour, poussée à bout, elle lui dit « Mais, mon père, il y a une manière bien simple de tout payer. Payez les dettes de David. Il reviendra ici. Vous vous entendrez ensemble. »« Ah, voilà tout ce que vous voulez avoir de moi !» s'écria-t-il. « C'est bon à savoir. » Le père Séchard, qui ne croyait pas en son fils, croyait aux Cointet. Les Cointet, qu'il alla consulter, l'éblouirent à dessein, en lui disant qu'il s'agissait de millions dans les recherches entreprises par son fils. « Si David peut prouver qu'il a réussi, je n'hésiterai pas à mettre en société ma papeterie en comptant à votre fils sa découverte pour une valeur égale, » lui dit le grand Cointet. Le défiant vieillard prit tant d'informations en prenant des petits verres avec les ouvriers, il questionna si bien Petit Claud en faisant l'imbécile, qu'il finit par soupçonner les Cointet de se cacher derrière Métivier. Il leur attribua le plan de ruiner l'imprimerie Séchard et de se faire payer par lui en l'amorçant avec la découverte, car le vieil homme du peuple ne pouvait pas deviner la complicité de Petit Claud, ni les trames ourdies pour s'emparer tôt ou tard de ce beau secret industriel. Enfin, un jour, le vieillard, exaspéré de ne pouvoir vaincre le silence de sa belle-fille et de ne même obtenir d'elle de savoir où David s'était caché, résolut de forcer la porte de l'atelier à fondre les rouleaux, après avoir fini par apprendre que son fils y faisait ses expériences. Il descendit de grand matin et se mit à travailler la serrure. « Eh bien, que faites-vous donc là, papa Séchard ?» lui cria Marion qui se levait au jour pour aller à sa fabrique et qui bondit jusqu'à la tremperie. « Ne suis-je pas chez moi, Marion ?» fit le bonhomme honteux. « Ah ça, devenez-vous voleur sur vos vieux jours ? Vous êtes à jeun, cependant. Je vas conter cela tout chaud à madame. »« Tais-toi, Marion, » dit le vieillard en tirant de sa poche 2 écus de 6 francs. « Tiens. »« Je me tairai, mais n'y revenez pas, » lui dit Marion en le menaçant du doigt, « ou je le dirai à tout Angoulême. » Dès que le vieillard fut sorti, Marion monta chez sa maîtresse. « Tenez, madame, j'ai soutiré 12 francs à votre beau-père. Les voilà. »« Et comment as-tu fait ? » ?»« Ne voulait-il pas voir les bassines et les provisions de monsieur, histoire de découvrir le secret ? Je savais bien qu'il n'y avait plus rien dans la petite cuisine. Mais je lui ai fait peur, comme s'il allait voler son fils. Et il m'a donné 2 écus pour me taire. » En ce moment, Basine apporta joyeusement à son ami une lettre de David, écrite sur du magnifique papier, et qu'elle lui remit en secret. « Mon Ève adorée, je t'écris à toi sur la première feuille de papier obtenue par mes procédés. J'ai réussi à résoudre le problème du collage en cuve.
La livre de pâte revient, même en supposant la mise en culture spéciale de bon terrain pour les produits que j'emploie, à 5 sous. Ainsi, la rame de 12 livres emploiera pour 3 francs de pâte collée. Je suis sûre de supprimer la moitié du poids des livres. L'enveloppe, la lettre, les échantillons sont de diverses fabrications. Je t'embrasse. Nous serons heureux par la fortune, la seule chose qui nous manquait. Tenez, dit Ève à son beau-père en lui tendant les échantillons. Donnez à votre fils le prix de votre récolte et laissez-lui faire sa fortune. Il vous rendra 10 fois ce que vous lui aurez donné, car il a réussi. Le père Séchard courut chez les Cointet. Là, chaque échantillon fut essayé, minutieusement examiné. Les uns étaient collés, les autres sans colle. Ils étaient étiquetés depuis 3 francs jusqu'à 10 francs par rame. Les uns étaient d'une pureté métallique, les autres doux comme du papier de Chine. Il y en avait de toutes les nuances possibles du blanc. Des Juifs examinant des diamants n'auraient pas eu les yeux plus animés que ne l'étaient ceux des Cointet et du vieux Séchard. « Votre fils est en bon chemin, dit le gros Cointet. « Eh bien, payez ses dettes, dit le vieux Pressier. « Bien volontiers, s'il veut nous prendre pour associés, répondit le grand Cointet. « Vous êtes des chauffeurs, s'écria l'ours retiré. Vous poursuivez mon fils sous le nom de Métivier, et vous voulez que je vous paye, voilà tout. Pas si bête, bourgeois. » Les 2 frères se regardèrent, mais ils surent contenir la surprise que leur causa la perspicacité de l'avare. « Nous ne sommes pas encore assez millionnaires pour nous amuser à faire l'escompte, » répliqua le gros Cointet. « Nous nous croirions assez heureux de pouvoir payer notre chiffon comptant, et nous faisons encore des billets à notre marchand. » « Il faut tenter une expérience en grand, » répondit froidement le grand Cointet, « car ce qui réussit dans une marmite échoue dans une fabrication entreprise sur une grande échelle. Délivrez votre fils. »« Oui, mais mon fils en liberté m'admettra-t-il comme son associé ?» demanda le vieux Séchard. « Ceci ne nous regarde pas, » dit le gros Cointet. « Est-ce que vous croyez, mon bonhomme, que quand vous aurez donné 10 000 francs à votre fils, tout sera dit ? Un brevet d'invention coûte 2 000 francs. Il faudra faire des voyages à Paris, puis, avant de se lancer dans des avances, il est prudent de fabriquer, comme dit mon frère, 1000 rames, risquer des cuvées entières afin de se rendre compte. Voyez-vous, il n'y a rien dont il faille plus se défier que des inventeurs. Moi, dit le grand Cointet, j'aime le pain tout cuit. Le vieillard passa la nuit à ruminer ce dilemme. Si je paye les dettes de David, il est libre. Et une fois libre, il n'a pas besoin de m'associer à sa fortune. Il sait bien que je l'ai roulé dans l'affaire de notre première association. Il n'en voudra pas faire une seconde. Mon intérêt serait donc de le tenir en prison, malheureux. » Les Cointet connaissaient assez le père Séchard pour savoir qu'il chasserait de compagnie. Donc ces 3 hommes disaient « Pour faire une société basée sur le secret, il faut des expériences. Et pour faire ces expériences, il faut libérer David Séchard. David libéré nous échappe. » Chacun avait de plus une petite arrière-pensée. Petit Claud se disait « Après mon mariage, je serai franc du collier avec les Cointet. Mais jusque-là, je les tiens. » Le grand Cointet se disait « J'aimerais mieux avoir David sous clé, je serai le maître. » Le vieux Séchard se disait « Si je paye ses dettes, mon fils me salue avec un remerciement. » Ève, attaquée, menacée par le vigneron d'être chassée de la maison, ne voulait ni révéler l'asile de son mari, ni même lui proposer d'accepter un sauf-conduit. Elle n'était pas certaine de réussir à cacher David une seconde fois aussi bien que la première. Elle répondait donc à son beau-père « Libérez votre fils, vous saurez tout. » Aucun des 4 intéressés, qui se trouvaient tous comme devant une table bien servie, n'osait toucher au festin, tant ils craignaient de se voir devancés. Et tous s'observaient en se défiant les uns des autres. Quelques jours après la réclusion de Séchard, Petit Claud était venu trouver le grand Cointet à sa papeterie. « J'ai fait de mon mieux, lui dit-il. David s'est mis volontairement dans une prison qui nous est inconnue, et il y cherche en paix quelque perfectionnement. Si vous n'avez pas atteint à votre but, il n'y a pas de ma faute. Tiendrez-vous votre promesse ? » « Oui, si nous réussissons, » répondit le grand Cointet.
Le père Séchard est ici depuis quelques jours. Il est venu nous faire des questions sur la fabrication du papier. Le vieil avare a flairé l'invention de son fils. Il en veut profiter. Il y a donc quelque espérance d'arriver à une association. Vous êtes l'avoué du père et du fils. Ayez le Saint-Esprit de les livrer, reprit Petit Claud en souriant. Oui, répondit Cointet, si vous réussissez ou à mettre David en prison, ou à le mettre dans nos mains par un acte de société, vous serez le mari de mademoiselle de la Haye. Est-ce bien là votre ultimatum dit Petit Claud. Yes, fit Cointet, puisque nous parlons des langues étrangères. Voici le mien en bon français, reprit Petit Claud d'un ton sec. Ah, voyons, répliqua Cointet d'un air curieux. Présentez-moi demain à madame de Sénonches. Faites qu'il y ait pour moi quelque chose de positif. Enfin, accomplissez votre promesse, ou je paye la dette de Séchard et je m'associe avec lui en revendant ma charge. Je ne veux pas être joué. Vous m'avez parlé net. Je me sers du même langage. J'ai fait mes preuves. Faites les vôtres. Vous avez tout. Je n'ai rien. Si je n'ai pas de gage de votre sincérité, je prends votre jeu. Le grand Cointet prit son chapeau, son parapluie, son air jésuite, et sortit en disant à Petit Claud de le suivre. « Vous verrez, mon cher ami, si je ne vous ai pas préparé les voies, » dit le négociant à l'avoué. En un moment, le fin et rusé papetier avait reconnu le danger de sa position, et vu dans Petit Claud un de ces hommes avec lesquels il faut jouer franc jeu. Déjà, pour être en mesure et par acquis de conscience, il avait, sous prétexte de donner un état de la situation financière de mademoiselle de la Haye, jeté quelques paroles dans l'oreille de l'ancien consul général. « J'ai l'affaire de Françoise, car avec 30 000 francs de dot, aujourd'hui, dit-il en souriant, une fille ne doit pas être exigeante. »« Nous en parlerons, » avait répondu Francis du Hautoy. « Depuis le départ de madame de Bargeton, la position de madame de Sénonches est bien changée. Nous pourrons marier Françoise à quelque bon vieux gentilhomme campagnard. »« Et elle se conduira mal, dit le papetier en prenant son air froid. Eh, mariez-la donc à un jeune homme capable, ambitieux, que vous protégerez, et qui mettra sa femme dans une belle position. »« Nous verrons, avait répété Francis. La marraine doit être avant tout consultée. » À la mort de M. de Bargeton, Louise de Nègrepelisse avait fait vendre l'hôtel de la rue du Minage. Madame de Sénonches, qui se trouvait petitement logée, décida M. de Sénonches à acheter cette maison, le berceau des ambitions de Lucien et où cette scène a commencé. Zéphirine de Sénonches avait formé le plan de succéder à Madame de Bargeton dans l'espèce de royauté qu'elle avait exercée, d'avoir un salon, de faire enfin la grande dame. Une scission avait eu lieu dans la haute société d'Angoulême entre ceux qui, lors du duel de M. Bargeton et de M. de Chandour, tinrent qui pour l'innocence de Louise de Nègrepelisse, qui pour les calomnies de Stanislas de Chandour. Madame de Sénonches se déclara pour les Bargeton et conquit d'abord tous ceux de ce parti. Puis, quand elle fut installée dans son hôtel, elle profita des accoutumances de bien des gens qui venaient y jouer depuis tant d'années. Elle reçut tous les soirs et l'emporta décidément sur Amélie de Chandour, qui se posa comme son antagoniste. Et les espérances de Francis du Hautoy, qui se vit au cœur de l'aristocratie d'Angoulême, allaient jusqu'à vouloir marier Françoise avec le vieux monsieur de Séverac, que madame du Brossard n'avait pu capturer pour sa fille. Le retour de madame de Bargeton, devenue préfète d'Angoulême, augmenta les prétentions de Zéphirine pour sa bien-aimée filleule. Elle se disait que la comtesse Sixte du Châtelet userait de son crédit pour celle qui s'était constituée son champion. Le papetier, qui savait son Angoulême sur le bout du doigt, apprécia d'un coup d'œil toutes ces difficultés, mais il résolut de se tirer de ce pas difficile par une de ces audaces que Tartuffe seul se serait permise. Le petit avoué, très surpris de la loyauté de son commanditaire en chicane, le laissait à ses préoccupations en cheminant de la papeterie à l'hôtel de la rue du Minage, où, sur le palier, les deux importuns furent arrêtés par ces mots. « Monsieur et madame déjeunent. »« Annoncez-nous tout de même, » répondit le grand Cointet. Et, sur son nom, le dévot commerçant,
aussitôt introduit, présenta l'avocat à la précieuse Zéphirine, qui déjeunait en tête-à-tête avec M. Francis du Hautoy et mademoiselle de la Haye. M. de Sénonches était allé, comme toujours, ouvrir la chasse chez M. de Pimentel. « Voici, madame, le jeune avocat avoué de qui je vous ai parlé, et qui se chargera de l'émancipation de votre belle pupille. » L'ancien diplomate examina Petit Claud, qui, de son côté, regardait à la dérobée la belle pupille. Quant à la surprise de Zéphirine, à qui jamais Cointet ni Francis n'avaient dit un mot, elle fut telle que sa fourchette lui tomba des mains. Mademoiselle de la Haye, espèce de pie grièche à figure rechignée, de taille peu gracieuse, maigre, à cheveux d'un blond fade, était, malgré son petit air aristocratique, extrêmement difficile à marier. Ces mots, père et mère inconnus de son acte de naissance, lui interdisaient en réalité la sphère où l'amitié de sa marraine et de Francis la voulait placer. Mademoiselle de la Haye, ignorant sa position, faisait la difficile. Elle eût rejeté le plus riche commerçant de l'Houmeau. La grimace assez significative inspirée à mademoiselle de la Haye par l'aspect du maigre avoué, Cointet la retrouva sur les lèvres de Petit Claud. Madame de Sénonches et Francis paraissaient se consulter pour savoir de quelle manière congédier Cointet et son protégé. Cointet, qui vit tout, pria monsieur du Hautoy de lui accorder un moment d'audience, et passa dans le salon avec le diplomate. « Monsieur, lui dit-il nettement, la paternité vous aveugle. Vous marierez difficilement votre fille, et dans votre intérêt à tous, je vous ai mis dans l'impossibilité de reculer, car j'aime Françoise comme on aime une pupille. Petit Claud sait tout. Son excessive ambition vous garantit le bonheur de votre chère petite. D'abord, Françoise fera de son mari tout ce qu'elle voudra, mais vous, aidé par la préfète qui nous arrive, vous en ferez un procureur du roi. Monsieur Milhaud est nommé décidément à Nevers. Petit Claud vendra sa charge, vous obtiendrez facilement pour lui la place du second substitut, et il deviendra bientôt procureur du roi, puis président du tribunal, député. » Revenu dans la salle à manger, Francis fut charmant pour le prétendu de sa fille. Il regarda madame de Sénonches d'une certaine manière, et finit cette scène de présentation en invitant Petit Claud à dîner pour le lendemain, afin de causer affaires. Puis il reconduisit le négociant et l'avoué jusque dans la cour, en disant à Petit Claud que, sur la recommandation de Cointet, il était disposé, ainsi que madame de Sénonches, à confirmer tout ce que le gardien de la fortune de mademoiselle de la Haye aurait disposé pour le bonheur de ce petit ange. « Ah, qu'elle est laide !» s'écria Petit Claud. « Je suis pris. »« Elle a l'air distinguée, » répondit Cointet. « Mais si elle était belle, vous la donnerait-on ? Eh, mon cher, il y a plus d'un petit propriétaire à qui 30 000 francs, la protection de madame de Sénonches et celle de la comtesse du Châtelet iraient à merveille. D'autant plus que monsieur Francis du Hautoy ne se mariera jamais, et que cette fille est son héritière. Votre mariage est fait. » « Et comment ? » « Voilà ce que je viens de dire, » repartit le grand Cointet en racontant à l'avoué son trait d'audace. « Mon cher, monsieur Milhaud va, dit-on, être nommé procureur du roi à Nevers. Vous vendrez votre charge, et dans 10 ans, vous serez garde des sceaux. Vous êtes assez audacieux pour ne reculer devant aucun des services que demandera la cour. Eh bien, trouvez-vous demain à 4h30 sur la place du Mûrier, répondit l'avoué, fanatisé par les probabilités de cet avenir. J'aurai vu le père Séchard, et nous arriverons à un acte de société où le père et le fils appartiendront au Saint-Esprit des Cointet. Au moment où le vieux curé de Marsac montait les rampes d'Angoulême pour aller instruire Ève de l'état où se trouvait son frère, David était caché depuis 11 jours à 2 portes de celle que le digne prêtre venait de quitter. Quand l'abbé Marron déboucha sur la place du Mûrier, il y trouva les 3 hommes, remarquables chacun dans leur genre, qui pesaient de tout leur poids sur l'avenir et sur le présent du pauvre prisonnier volontaire. Le père Séchard, le grand Cointet, le petit avoué Maigrelet. 3 hommes, 3 cupidités. Mais 3 cupidités aussi différentes que les hommes. L'un avait inventé de trafiquer de son fils, l'autre de son client,
et le grand Cointet achetait toutes ces infamies en se flattant de ne rien payer. Il était environ 5 heures, et la plupart de ceux qui revenaient dîner chez eux s'arrêtaient pour regarder pendant un moment ces 3 hommes. Que diable le vieux père Séchard et le grand Cointet ont-ils donc à se dire ? Pensaient les plus curieux. Il s'agit sans doute, entre eux, de ce pauvre malheureux qui laisse sa femme et sa belle-mère et son enfant sans pain, répondait-on. Envoyez donc vos enfants apprendre un état à Paris, disait un esprit fort de province. Eh, que venez-vous faire par ici, monsieur le curé ? S'écria le vigneron en apercevant l'abbé Marron aussitôt qu'il déboucha sur la place. Je viens pour les vôtres, répondit le vieillard. Encore une idée de mon fils, dit le vieux Séchard. Il vous en coûterait bien peu de rendre tout le monde heureux, dit le prêtre en indiquant les fenêtres où madame Séchard montrait, entre les rideaux, sa belle tête. En ce moment, Ève apaisait les cris de son enfant en le faisant sauter et lui chantant une chanson. « Apportez-vous des nouvelles de mon fils ?» dit le père, « ou, ce qui vaudrait mieux, de l'argent ?»« Non, » dit monsieur Marron, « j'apporte à la sœur des nouvelles du frère. »« De Lucien ?» s'écria Petit Claud. « Oui, le pauvre jeune homme est venu de Paris à pied. Je l'ai trouvé chez Courtois, mourant de fatigue et de misère, » répondit le prêtre. « Oh, il est bien malheureux. » Petit Claud salua le prêtre et prit le grand Cointet par le bras en disant à haute voix « Nous dînons chez madame de Sénonches. Il est temps de nous habiller. » Et à 2 pas, il lui dit à l'oreille « Quand on a le petit, on a bientôt la mère. Nous tenons David. »« Je vous ai marié. Mariez-moi, » dit le grand Cointet en laissant échapper un sourire faux. « Lucien est mon camarade de collège. Nous étions copains. En 8 jours, je saurai bien quelque chose de lui. Faites en sorte que les bans se publient, et je vous réponds de mettre David en prison. Ma mission finie avec son écrou. »« Ah !» s'écria tout doucement le grand Cointet, « la belle affaire serait de prendre le brevet à notre nom. » En entendant cette dernière phrase, le petit avoué Maigrelet frissonna. En ce moment, Ève voyait entrer son beau-père et l'abbé Marron qui, par un seul mot, venait de dénouer le drame judiciaire. « Tenez, madame Séchard, » dit le vieil ours à sa belle-fille, « voici notre curé qui vient sans doute nous en raconter de belles sur votre frère. »« Oh !» s'écria la pauvre Ève atteinte au cœur. « Que peut-il donc lui être encore arrivé ?» Cette exclamation annonçait tant de douleurs ressenties, tant d'appréhension et de tant de sorte que l'abbé Marron se hâta de dire « Rassurez-vous, madame, il vit. » « Seriez-vous assez bon, mon père, dit Ève au vieux vigneron, pour aller chercher ma mère. Elle entendra ce que monsieur doit avoir à nous dire de Lucien. » Le vieillard alla chercher madame Chardon, à laquelle il dit « Vous aurez à en découdre avec l'abbé Marron, qui est bonhomme, quoique prêtre. Le dîner sera sans doute retardé. Je reviens dans 1 heure. » Et le vieillard, insensible à tout ce qui ne sonnait ou ne reluisait pas or, laissa la vieille femme sans voir l'effet du coup qu'il venait de lui porter. Le malheur qui pesait sur ses 2 enfants, l'avortement des espérances assises sur la tête de Lucien, le changement si peu prévu d'un caractère qu'on crut pendant si longtemps énergique et probe, enfin, tous les événements arrivés depuis 18 mois avaient déjà rendu madame Chardon méconnaissable. Elle n'était pas seulement noble de race, elle était encore noble de cœur et adorait ses enfants. Aussi avait-elle souffert plus de maux en ces derniers 6 mois que depuis son veuvage. Lucien avait eu la chance d'être rubempré par ordonnance du roi, de recommencer cette famille, d'en faire revivre le titre et les armes, de devenir grand, et il était tombé dans la fange. Car, plus sévère pour lui que la sœur, elle avait regardé Lucien comme perdu le jour où elle apprit l'affaire des billets. Les mères veulent quelquefois se tromper, mais elles connaissent toujours bien les enfants qu'elles ont nourris, qu'elles n'ont pas quittés, et, dans les discussions que soulevaient entre David et sa femme les chances de Lucien à Paris, madame Chardon, tout en paraissant partager les illusions d'Ève sur son frère, tremblait que David n'eût raison, car il parlait comme elle entendait parler sa conscience de mère.
Elle connaissait trop la délicatesse de sensation de sa fille pour pouvoir lui exprimer ses douleurs. Elle était donc forcée de les dévorer dans ce silence dont sont capables seulement les mères qui savent aimer leurs enfants. Ève, de son côté, suivait avec terreur les ravages que faisaient les chagrins chez sa mère. Elle la voyait passant de la vieillesse à la décrépitude et allant toujours. La mère et la fille se faisaient donc l'une à l'autre de ces nobles mensonges qui ne trompent point. Dans la vie de cette mère, la phrase du féroce vigneron fut la goutte d'eau qui devait remplir la coupe des afflictions. Madame Chardon se sentit atteinte au cœur. Aussi, quand Ève dit au prêtre « Monsieur, voici ma mère », quand l'abbé regarda ce visage macéré comme celui d'une vieille religieuse, encadré de cheveux entièrement blanchis, mais embelli par l'air doux et calme des femmes pieusement résignées, et qui marchent, comme on dit, à la volonté de Dieu, comprit-il toute la vie de ces deux créatures. Le prêtre n'eut plus de pitié pour le bourreau, pour Lucien. Il frémit en devinant tous les supplices subis par les victimes. « Ma mère, dit Ève en s'essuyant les yeux, mon pauvre frère est bien près de nous. Il est à Marsac. »« Et pourquoi pas ici ?» demanda madame Chardon. L'abbé Marron raconta tout ce que Lucien lui avait dit des misères de son voyage et les malheurs de ses derniers jours à Paris. Il peignit les angoisses qui venaient d'agiter le poète quand il avait appris quels étaient au sein de sa famille les effets de ses imprudences et quelles étaient ses appréhensions sur l'accueil qui pouvait l'attendre à Angoulême. « En est-il arrivé à douter de nous ?» dit madame Chardon. « Le malheureux est venu vers vous à pied, en subissant les plus horribles privations, et il revient disposé à entrer dans les chemins les plus humbles de la vie, à réparer ses fautes. »« Monsieur, dit la sœur, malgré le mal qu'il nous a fait, j'aime mon frère, comme on aime le corps d'un être qui n'est plus. Et l'aimer ainsi, c'est encore l'aimer plus que beaucoup de sœurs n'aiment leur frère. Il nous a rendus bien pauvres, mais qu'il vienne, il partagera le chétif morceau de pain qui nous reste. Enfin, ce qu'il nous a laissé. Ah, s'il ne nous avait pas quittés, monsieur, nous n'aurions pas perdu nos plus chers trésors. » « Et c'est la femme qui nous l'a enlevé, dont la voiture l'a ramené, » s'écria madame Chardon. « Parti dans la calèche de madame de Bargeton à côté d'elle, il est revenu derrière. »« À quoi puis-je vous être utile dans la situation où vous êtes ?» dit le brave curé qui cherchait une phrase de sortie. « Eh, monsieur, » répondit madame Chardon, « plaie d'argent n'est pas mortelle, dit-on, mais ces plaies-là ne peuvent pas avoir d'autre médecin que le malade. » « Si vous aviez assez d'influence pour déterminer mon beau-père à aider son fils, vous sauveriez toute une famille, » dit madame Séchard. « Il ne croit pas en vous, et il m'a paru très exaspéré contre votre mari, » dit le vieillard à qui les paraphrases du vigneron avaient fait considérer les affaires de Séchard comme un guêpier où il ne fallait pas mettre le pied. Sa mission terminée, le prêtre alla dîner chez son petit-neveu Postel, qui dissipa le peu de bonne volonté de son vieil oncle en donnant, comme tout Angoulême, raison au père contre le fils. « Il y a de la ressource avec des dissipateurs, » dit en finissant le petit Postel, « mais avec ceux qui font des expériences, on se ruinerait. » La curiosité du curé de Marsac était entièrement satisfaite, ce qui, dans toutes les provinces de France, est le principal but de l'excessif intérêt qu'on s'y témoigne. Dans la soirée, il mit le poète au courant de tout ce qui se passait chez les Séchards, en lui donnant son voyage comme une mission dictée par la charité la plus pure. « Vous avez endetté votre sœur et votre beau-frère de 10 à 12 000 francs, dit-il en terminant. Et personne, mon cher monsieur, n'a cette bagatelle à prêter aux voisins. En Angoumois, nous ne sommes pas riches. Je croyais qu'il s'agissait de beaucoup moins quand vous me parliez de vos billets. » Après avoir remercié le vieillard de ses bontés, le poète lui dit « La parole de pardon que vous m'apportez est pour moi le vrai trésor. » Le lendemain, Lucien partit de très grand matin de Marsac pour Angoulême, où il entra vers 9 heures, une canne à la main,
vêtu d'une petite redingote assez endommagée par le voyage et d'un pantalon noir à teinte blanche. Ses bottes usées disaient d'ailleurs assez qu'il appartenait à la classe infortunée des piétons. Aussi ne se dissimulait-il pas l'effet que devait produire sur ses compatriotes le contraste de son retour et de son départ. Mais, le cœur encore pantelant sous l'étreinte des remords que lui causait le récit du vieux prêtre, il acceptait pour le moment cette punition, décidé d'affronter les regards des personnes de sa connaissance. Il se disait en lui-même « Je suis héroïque ». Toutes ces natures de poètes commencent par se duper elles-mêmes. À mesure qu'il marcha dans l'Houmeau, son âme lutta entre la honte de ce retour et la poésie de ses souvenirs. Son cœur battit en passant devant la porte de Postel, où, fort heureusement pour lui, Léonie Marron se trouva seule dans la boutique avec son enfant. Il vit avec plaisir, tant sa vanité conservait de force, le nom de son père effacé. Depuis son mariage, Postel avait fait repeindre sa boutique et mis au-dessus, comme à Paris, « pharmacie ». En gravissant la rampe de la porte-palais, Lucien éprouva l'influence de l'air natal. Il ne sentit plus le poids de ses infortunes et se dit avec délice « Je vais donc les revoir ». Il atteignit la place du Mûrier sans avoir rencontré personne. Un bonheur qu'il espérait à peine. Lui qui jadis se promenait en triomphateur dans sa ville. Marion et Kolb, en sentinelle sur la porte, se précipitèrent dans l'escalier en criant « Le voilà !» Lucien revit le vieil atelier et la vieille cour. Il trouva dans l'escalier sa sœur et sa mère, et ils s'embrassèrent en oubliant pour un instant tous les malheurs dans cette étreinte. En famille, on compose presque toujours avec le malheur, on s'y fait un lit, et l'espérance en fait accepter la dureté. Si Lucien offrait l'image du désespoir, il en offrait aussi la poésie. Le soleil des grands chemins lui avait bruni le teint. Une profonde mélancolie, empreinte dans ses traits, jetait ses ombres sur son front de poète. Ce changement annonçait tant de souffrance qu'à l'aspect des traces laissées par la misère sur sa physionomie, le seul sentiment possible était la pitié. L'imagination partie du sein de la famille y trouvait, au retour, de tristes réalités. Ève eut au milieu de sa joie le sourire des saintes au milieu de leur martyre. Le chagrin rend sublime le visage d'une jeune femme très belle. La gravité qui remplaçait dans la figure de sa sœur la complète innocence qu'il y avait vue à son départ pour Paris parlait trop éloquemment à Lucien pour qu'il n'en reçût pas une impression douloureuse. Aussi, la première effusion des sentiments, si vive, si naturelle, fut-elle suivie de part et d'autre d'une réaction. Chacun craignait de parler. Lucien ne put cependant s'empêcher de chercher par un regard celui qui manquait à cette réunion. Ce regard bien compris fit fondre en larmes Ève et par contre-coup Lucien. Quant à madame Chardon, elle resta blême et en apparence impassible. Ève se leva, descendit pour épargner à son frère un mot dur et alla dire à Marion « Mon enfant, Lucien aime les fraises. Il faut en trouver. » « Oh, j'ai bien pensé que vous vouliez fêter monsieur Lucien. Soyez tranquille, vous aurez un joli petit déjeuner et un bon dîner aussi. »« Lucien, » dit madame Chardon à son fils, « tu as beaucoup à réparer ici. Parti pour être un sujet d'orgueil pour ta famille, tu nous as plongés dans la misère. Tu as presque brisé dans les mains de ton frère l'instrument de la fortune à laquelle il n'a songé que pour sa nouvelle famille. Tu n'as pas brisé que cela, dit la mère. Il se fit une pause effrayante, et le silence de Lucien impliqua l'acceptation de ses reproches maternels. « Entre dans une voie de travail, » reprit doucement madame Chardon. « Je ne te blâme pas d'avoir tenté de faire revivre la noble famille d'où je suis sortie. Mais à de telles entreprises, il faut avant tout une fortune et des sentiments fiers. Tu n'as rien eu de tout cela. À la croyance, tu as fait succéder en nous la défiance. Tu as détruit la paix de cette famille travailleuse et résignée, qui cheminait ici dans une voie difficile. Aux premières fautes, un premier pardon est dû. Ne recommence pas. Nous nous trouvons ici dans des circonstances difficiles. Sois prudent
écoute ta sœur. Le malheur est un maître dont les leçons, bien durement données, ont porté leurs fruits chez elle. Elle est devenue sérieuse. Elle est mère. Elle porte tout le fardeau du ménage par dévouement pour notre cher David. Enfin, elle est devenue, par ta faute, mon unique consolation. Vous pouviez être plus sévère, dit Lucien en embrassant sa mère. J'accepte votre pardon, parce que ce sera le seul que j'aurai jamais à recevoir. Ève revint et, à la pose humiliée de son frère, elle comprit que madame Chardon avait parlé. Sa bonté lui mit un sourire sur les lèvres, auquel Lucien répondit par des larmes réprimées. La présence a comme un charme. Elle change les dispositions les plus hostiles entre amants comme au sein des familles. Quelque forts que soient les motifs de mécontentement. Est-ce que l'affection trace dans le cœur des chemins où l'on aime à retomber? Ce phénomène appartient-il à la science du magnétisme? La raison dit-elle qu'il faut ou ne jamais se revoir ou se pardonner? Que ce soit au raisonnement, à une cause physique ou à l'âme que cet effet appartienne, chacun doit avoir éprouvé que les regards, le geste, l'action d'un être aimé retrouvent chez ceux qu'il a le plus offensés, chagrinés ou maltraités, des vestiges de tendresse. Si l'esprit oublie difficilement, si l'intérêt souffre encore, le cœur, malgré tout, reprend sa servitude. Aussi, la pauvre sœur, en écoutant jusqu'à l'heure du déjeuner les confidences du frère, ne fut-elle pas maîtresse de ses yeux quand elle le regarda, ni de son accent quand elle laissa parler son cœur. En comprenant les éléments de la vie littéraire à Paris, elle comprit comment Lucien avait pu succomber dans la lutte. La joie du poète en caressant l'enfant de sa sœur, ses enfantillages, le bonheur de revoir son pays et les siens, mêlés au profond chagrin de savoir David caché, les mots de mélancolie qui échappèrent à Lucien, son attendrissement en voyant qu'au milieu de sa détresse, sa sœur s'était souvenue de son goût quand Marion servit les fraises, tout, jusqu'à l'obligation de loger le frère prodigue et de s'occuper de lui, fit de cette journée une fête. Ce fut comme une halte dans la misère. Le père Séchard lui-même fit rebrousser aux deux femmes le cours de leurs sentiments en disant « Vous le fêtez comme s'il vous apportait des mille et des cents. » « Mais qu'a donc fait mon frère pour ne pas être fêté ?» s'écria madame Séchard, jalouse de cacher la honte de Lucien. Néanmoins, les premières tendresses passées, les nuances du vrai percèrent. Lucien aperçut bientôt chez Ève la différence de l'affection actuelle et de celle qu'elle lui portait jadis. David était profondément honoré, tandis que Lucien était aimé, quand même. Et comme on aime une maîtresse, malgré les désastres qu'elle cause. L'estime, fond nécessaire à nos sentiments, est la solide étoffe qui leur donne on ne sait quelle certitude, quelle sécurité dont on vit et qui manquait entre madame Chardon et son fils, entre le frère et la sœur. Lucien se sentit privé de cette entière confiance qu'on aurait eue en lui s'il n'avait pas failli à l'honneur. L'opinion écrite par d'Arthez sur lui, devenue celle de sa sœur, se laissa deviner dans les gestes, dans les regards, dans l'accent. Lucien était plein, mais quant à être la gloire, la noblesse de la famille, le héros du foyer domestique, toutes ces belles espérances avaient fui sans retour. On craignit assez sa légèreté pour lui cacher l'asile où vivait David. Ève, insensible aux caresses dont fut accompagnée la curiosité de Lucien qui voulait voir son frère, n'était plus l'Ève de L'Houmeau pour qui, jadis, un seul regard de Lucien était un ordre irrésistible. Lucien parla de réparer ses torts en se vantant de pouvoir sauver David. Ève lui répondit « Ne t'en mêle pas. Nous avons pour adversaires les gens les plus perfides et les plus habiles. » Lucien hocha la tête, comme s'il eût dit « J'ai combattu des Parisiens. » Sa sœur lui répliqua par un regard qui signifiait « Tu as été vaincu. » « Je ne suis plus aimé, pensa Lucien. Pour la famille,
Comme pour le monde, il faut donc réussir. » Dès le second jour, en essayant de s'expliquer le peu de confiance de sa mère et de sa sœur, le poète fut pris d'une pensée non pas haineuse, mais chagrine. Il appliqua la mesure de la vie parisienne à cette chaste vie de province, en oubliant que la médiocrité patiente de cet intérieur sublime de résignation était son ouvrage. « Elles sont bourgeoises, elles ne peuvent pas me comprendre, » se dit-il en se séparant ainsi de sa sœur, de sa mère et de Séchard, qu'il ne pouvait plus tromper ni sur son caractère, ni sur son avenir. Ève et Madame Chardon, chez qui le sens divinatoire était éveillé par tant de chocs et tant de malheurs, épiaient les plus secrètes pensées de Lucien. Elles se sentaient mal jugées et le virent s'isolant d'elle. « Paris nous l'a bien changé », se dirent-elles. Elles recueillaient enfin le fruit de l'égoïsme qu'elles avaient elles-mêmes cultivé. De part et d'autre, ce léger levain devait fermenter, et il fermenta, mais principalement chez Lucien, qui se trouvait si reprochable. Quant à Ève, elle était bien de ces sœurs qui savent dire à un frère en faute « Pardonne-moi, tes torts ». Lorsque l'union des âmes a été parfaite, comme elle le fut au début de la vie entre Ève et Lucien, toute atteinte à ce beau idéal du sentiment est mortelle. Là où des scélérats se raccommodent après des coups de poignard, les amoureux se brouillent irrévocablement pour un regard, pour un mot. Dans ce souvenir de la quasi-perfection de la vie du cœur se trouve le secret de séparations souvent inexplicables. On peut vivre avec une défiance au cœur, alors que le passé n'offre pas le tableau d'une affection pure et sans nuages. Mais pour deux êtres autrefois parfaitement unis, la vie, quand le regard, la parole exigent des précautions, devient insupportable. Aussi, les grands poètes font-ils mourir leurs Paul et Virginie au sortir de l'adolescence. Comprendriez-vous Paul et Virginie brouillés ? Remarquons, à la gloire d'Ève et de Lucien, que les intérêts, si fortement blessés, n'avivaient point ces blessures. Chez la sœur irréprochable, comme chez le poète en faute, tout était sentiment. Aussi, le moindre malentendu, la plus petite querelle, un nouveau mécompte dû à Lucien, pouvait-il les désunir ou inspirer une de ces querelles qui brouillent irrévocablement les familles. En fait d'argent, tout s'arrange. Mais les sentiments sont impitoyables. Le lendemain, Lucien reçut un numéro du journal d'Angoulême et pâlit de plaisir en se voyant le sujet d'un des premiers Angoulême, que se permit cette estimable feuille qui, semblable aux académies de province, en fille bien élevée, selon le mot de Voltaire, ne faisait jamais parler d'elle. Que la Franche-Comté s'énorgueillisse d'avoir donné le jour à Victor Hugo, à Charles Nodier et à Cuvier, la Bretagne à Chateaubriand et à Lamennais, la Normandie à Casimir de la Vigne, la Touraine à l'auteur d'Éloa, aujourd'hui l'Angoumois, ou déjà sous Louis XIII, l'illustre Guèze, plus connu sous le nom de Balzac, s'est fait notre compatriote, n'a plus rien à envier ni à ces provinces, ni au Limousin, qui a produit Dupuytren, ni à l'Auvergne, patrie de Montlosier, ni à Bordeaux, qui a eu le bonheur de voir naître tant de grands hommes. Nous aussi, nous avons un poète, l'auteur des beaux sonnets intitulés « Les Marguerites », joint à la gloire du poète celle du prosateur, car on lui doit également le magnifique roman de « L'Archer de Charles IX ». Un jour, nos neveux seront fiers d'avoir pour compatriote Lucien Chardon, un rival de Pétrarque. Dans les journaux de province de ce temps, les points d'admiration ressemblaient aux « Hurray » pour lesquels on accueille les speeches des meetings en Angleterre. Malgré ses éclatants succès à Paris, notre jeune poète s'est souvenu que l'hôtel de Bargeton avait été le berceau de ses triomphes, que l'aristocratie angoumoisine avait applaudi, la première, à ses poésies, que l'épouse de M. le comte du Châtelet, préfet de notre département, avait encouragé ses premiers pas dans la carrière des muses, et il est revenu parmi nous. L'houmeau tout entier s'est ému quand, hier, notre Lucien de Rubempré s'est présenté. La nouvelle de son retour a produit partout la plus vive sensation.
Il est certain que la ville d'Angoulême ne se laissera pas devancer par L'Houmeau dans les honneurs qu'on parle de décerner à celui qui, soit dans la presse, soit dans la littérature, a représenté si glorieusement notre ville à Paris. Lucien, à la fois poète religieux et royaliste, a bravé la fureur des partis. Il est venu, dit-on, se reposer des fatigues d'une lutte qui fatiguerait des athlètes plus forts encore que des hommes de poésie et de rêverie. Par une pensée éminemment politique, à laquelle nous applaudissons, et que madame la comtesse du Châtelet a eue, dit-on, la première, il est question de rendre à notre grand poète le titre et le nom de l'illustre famille des Rubempré, dont l'unique héritière est madame Chardon, sa mère. Rajeunir ainsi, par des talents et par des gloires nouvelles, les vieilles familles près de s'éteindre est, chez l'immortel auteur de la Charte, une nouvelle preuve de son constant désir exprimé par ces mots « union et oubli ». Notre poète est descendu chez sa sœur, madame Séchard. À la rubrique d'Angoulême se trouvaient les nouvelles suivantes. Notre préfet, monsieur le comte du Châtelet, déjà nommé gentilhomme ordinaire de la chambre de Sa Majesté, vient d'être fait conseiller d'État en service extraordinaire. Hier, toutes les autorités se sont présentées chez monsieur le préfet. Madame la comtesse Sixte du Châtelet recevra tous les jeudis. Le maire de l'Escarbas, monsieur de Nègrepelisse, représentant de la branche cadette des d'Espard, père de madame du Châtelet, récemment nommé comte, pair de France et commandeur de l'ordre royal de Saint-Louis, est, dit-on, désigné pour présider le grand collège électoral d'Angoulême aux prochaines élections. « Tiens, » dit Lucien à sa sœur en lui apportant le journal. Après avoir lu l'article attentivement, Ève rendit la feuille à Lucien d'un air pensif. « Que dis-tu de cela ?» lui demanda Lucien, étonné d'une prudence qui ressemblait à de la froideur. « Mon ami, » répondit-elle, « ce journal appartient aux Cointet. Ils sont absolument les maîtres d'y insérer des articles et ne peuvent avoir la main forcée que par la préfecture ou par l'évêché. Supposes-tu ton ancien rival, aujourd'hui préfet, assez généreux pour chanter ainsi tes louanges ? Oublies-tu que les Cointet nous poursuivent sous le nom de Métivier et veulent sans doute amener David à les faire profiter de ses découvertes ? De quelque part que vienne cet article, je le trouve inquiétant. Tu n'excitais ici que des haines, des jalousies. On t'y calomniait en vertu du proverbe « Nul n'est prophète en son pays ». Et voilà que tout change en un clin d'œil. « Tu ne connais pas l'amour-propre des villes de province », répondit Lucien. On est allé dans une petite ville du Midi recevoir en triomphe, aux portes de la ville, un jeune homme qui avait remporté le prix d'honneur au grand concours, en voyant en lui un grand homme en herbe. « Écoute-moi, mon cher Lucien, je ne veux pas te sermonner. Je te dirai tout dans un seul mot. Ici, défie-toi des plus petites choses. » « Tu as raison, » répondit Lucien, surpris de trouver sa sœur si peu enthousiaste. Le poète était au comble de la joie de voir changer en un triomphe sa mesquine et honteuse rentrée à Angoulême. « Vous ne croyez pas au peu de gloire qui nous coûte si cher ?» s'écria Lucien après une heure de silence pendant laquelle il s'amassa comme un orage dans son cœur. Pour toute réponse, Ève regarda Lucien, et ce regard le rendit honteux de son accusation. Quelques instants avant le dîner, un garçon de bureau de la préfecture apporta une lettre adressée à monsieur Lucien Chardon et qui parut donner gain de cause à la vanité du poète que le monde disputait à la famille. Cette lettre était l'invitation suivante. Monsieur le comte Sixte du Châtelet et madame la comtesse du Châtelet prient monsieur Lucien Chardon de leur faire l'honneur de dîner avec eux le 15 septembre prochain. RSVP. À cette lettre était jointe cette carte de visite. Le comte Sixte du Châtelet, gentilhomme ordinaire de la chambre du roi, préfet de la Charente, conseiller d'État. « Vous êtes en faveur, » dit le père Séchard. « On parle de vous en ville comme d'un grand personnage. On se dispute entre Angoulême et L'Houmeau à qui vous tortillera des couronnes. »« Ma chère Ève, » dit Lucien à l'oreille de sa sœur, « je me retrouve absolument comme j'étais à L'Houmeau le jour où je devais aller chez madame de Bargeton.
Je suis sans habit pour le dîner du préfet. » « Tu comptes donc accepter cette invitation ?» s'écria madame Séchard effrayée. Il s'engagea sur la question d'aller ou de ne pas aller à la préfecture, une polémique entre le frère et la sœur. Le bon sens de la femme de province disait à Ève qu'on ne doit se montrer au monde qu'avec un visage riant, en costume complet et en tenue irréprochable, mais elle cachait sa vraie pensée. Où le dîner du préfet mènera-t-il Lucien ? Que peut pour lui le grand monde d'Angoulême ? Ne machine-t-on pas quelque chose contre lui ? Lucien finit par dire à sa sœur avant d'aller se coucher. « Tu ne sais pas quelle est mon influence. La femme du préfet a peur du journaliste. Et d'ailleurs, dans la comtesse du Châtelet, il y a toujours Louise de Nègrepelisse. Une femme qui vient d'obtenir tant de faveurs peut sauver David. Je lui dirai la découverte que mon frère vient de faire, et ce ne sera rien pour elle que d'obtenir un secours de 10 000 francs au ministère. » À 11h du soir, Lucien, sa sœur, sa mère et le père Séchard, Marion et Kolb furent réveillés par la musique de la ville à laquelle s'était réunie celle de la garnison et trouvèrent la place du Mûrier pleine de monde. Une sérénade fut donnée à Lucien Chardon, de Rubempré, par les jeunes gens d'Angoulême. Lucien se mit à la fenêtre de sa sœur et dit au milieu du plus profond silence, après le dernier morceau: « Je remercie mes compatriotes de l'honneur qu'ils me font. Je tâcherai de m'en rendre digne. Ils me pardonneront de ne pas en dire davantage. Mon émotion est si vive que je ne saurais continuer. Vive l'auteur de l'Archer de Charles IX! Vive l'auteur des Marguerites! Vive Lucien de Rubempré! » Après ces 3 salves, criées par quelques voix, 3 couronnes et des bouquets furent adroitement jetés par la croisée dans l'appartement. 10 minutes après, la place du Mûrier était vide. Le silence y régnait. « J'aimerais mieux 10 000 francs, » dit le vieux Séchard, qui retourna les couronnes et les bouquets d'un air profondément narquois. « Mais vous leur avez donné des marguerites. Ils vous rendent des bouquets. Vous faites dans les fleurs. » « Voilà l'estime que vous faites des honneurs que me décernent mes concitoyens, » s'écria Lucien, dont la physionomie offrit une expression entièrement dénuée de mélancolie et qui, véritablement, rayonna de satisfaction. « Si vous connaissiez les hommes, papa Séchard, vous verriez qu'il ne se rencontre pas 2 moments semblables dans la vie. Il n'y a qu'un enthousiasme véritable à qui l'on puisse devoir de semblables triomphes. Ceci, ma chère mère et ma bonne sœur, efface bien des chagrins. » Lucien embrassa sa sœur et sa mère, comme l'on s'embrasse dans ces moments où la joie déborde à flots si larges qu'il faut la jeter dans le cœur d'un ami. Faute d'un ami, disait un jour Bixiou, un auteur ivre de son succès embrasse son portier. « Eh bien, ma chère enfant, dit-il à Ève, pourquoi pleures-tu ? » ?»« Ah, c'est de joie. »« Hélas, dit Ève à sa mère avant de se recoucher et quand elles furent seules. Dans un poète, il y a, je crois, une jolie femme de la pire espèce. Tu as raison, répondit la mère en hochant la tête. Lucien a déjà tout oublié, non seulement de ses malheurs, mais des nôtres. La mère et la fille se séparèrent sans oser se dire toutes leurs pensées. Merci pour votre écoute jusqu'à présent. Comme d'habitude, si vous avez apprécié, merci de mettre un pouce en l'air, un commentaire et partager. À bientôt.